vous avez 210. Tout ce qui est après 210, c'est donc le pourcentage voilà, des pièces dont le diamètre dépasse 210. Donc, je fais tout simplement la somme et ça va me donner donc la valeur. Euh, alors, c'est une méthode en fait qui se base sur la loi normale. Il y a d'autres lois au niveau de la statistique, bien sûr, mais pour les cartes par mesure, ils utilisent la loi normale. Comment ça? Ce n'est pas très important de comprendre donc la loi normale tout entière, bien qu'il est simple, bien qu'il soit simple, mais tout simplement les formules de calcul qu'on va utiliser, ce sont celles issues de cette loi, donc qui est la loi normale. Alors, on va faire un petit rappel sur quelques lois ou bien quelques notions de statistiques qu'on va utiliser. Alors, euh, normalement, dans le cas en fait de la restauration, par exemple, c'est rarement qu'on va utiliser donc ce type de méthode. Euh, voilà, donc c'est rarement qu'on va utiliser ça. C'est surtout dans le domaine de la production. Donc les pièces, les produits semi-finis, les produits finis, et ainsi de suite. Mais concernant, par exemple, le domaine de fabrication en fait de plats, donc le domaine de restauration et collective, ça c'est surtout euh, des mesures, ils se font toujours. Donc, on peut, par exemple, suivre la qualité de la matière qu'on utilise, une étude de danger, donc une analyse HACCP, c'est aussi, ça va représenter aussi la qualité de notre produit. On va suivre le nombre de réclamations s'il y a de réclamations. Donc, c'est surtout quelque chose qui ne se mesure pas. On ne peut pas, par exemple, mesurer voilà, donc euh, le poids d'une salade, bien la longueur et ainsi de suite. Donc, pour les cartes de contrôle, c'est surtout quelque chose, un produit qui a des caractéristiques euh, qu'on peut mesurer. Il y a aussi les cartes par attribut, mais la même chose, c'est toujours donc relatif au domaine de la fabrication et de la conception de produits. Pour le domaine de la restauration, c'est surtout une analyse de danger qui doit se faire. Donc, ça fait partie de la prévention et pour vous aider à empêcher donc les cas d'intoxication, les cas voilà de maladie, donc vraiment les cas extrêmes. Mais pour l'autre cas, ça veut dire satisfaction du client. On va voir ça dans les principes et ça va être plus utile pour ce domaine-là. C'est surtout l'écoute client, le traitement des réclamations, le suivi voilà de la clientèle, donc l'évolution de la clientèle, combien de clients, combien de parts dans le marché, combien, donc l'évolution de la clientèle fidèle à notre service et ainsi de suite. Donc, ça va être plus utile dans le domaine de la restauration. Pour les cartes de contrôle, c'est surtout dans les domaines qui font de la fabrication de produits. Sinon, je vais faire un petit rappel donc, sur des notions de statistiques qu'on va utiliser durant cet exemple. Tout simplement, d'abord, il faudra calculer la moyenne simple d'une série statistique. Donc, c'est assez simple. Une série statistique, ça veut dire votre prélèvement, vos prélèvements. Donc, la moyenne, c'est quoi? C'est la moyenne d'une série statistique qui est donnée par le quotient suivant. Donc, on la note X bar. Donc, X bar, c'est la moyenne. C'est la somme des valeurs de la série sur l'effectif total, tout simplement. Ça veut dire quoi la somme des valeurs de la série? Ça veut dire toutes donc les valeurs prises ou bien les calculs prises ou bien que ce soit une longueur, un poids et ainsi de suite. C'est facile à travers un exemple, notamment série de poids d'une pièce mécanique. Donc on fait peser une pièce mécanique. Nous avons ici des pièces sur un échantillon. Donc combien de pièces nous avons? Le nombre de 16. Donc 1, 2, 3, 4 jusqu'à 18. Donc ça fait 16 pièces mécaniques. Pour chacune, on va faire le calcul du poids. On va peser. La première, c'est 4, la deuxième, c'est 9, jusqu'à 18. Donc, c'est un exemple aléatoire. Donc, vous avez chaque
pièce mécanique, il a un certain poids qu'on a pris. Alors maintenant, si on va calculer la moyenne, tout simplement x bar, il va être égal à la somme des valeurs de la série, donc toutes les valeurs de la série, de 4 jusqu'à 18, donc on fait la somme, et on va diviser par l'effectif total, ça veut dire combien de pièces on a sur 16. C'est comme la note, comme j'ai dit tout à l'heure, pour calculer la moyenne d'une classe. C'est toutes les notes de 30 étudiants, la somme des 30 étudiants, donc 30 valeurs, divisé par 30, qui est l'effectif total de la classe. C'est la même chose. Et vous avez donc le résultat, la moyenne X bar de cet échantillon, parce que ça c'est un seul échantillon, un seul prélèvement, c'est 11,25. Et dans le cadre en fait de votre carte de contrôle, vous allez faire la moyenne de chaque prélèvement. Donc un deuxième prélèvement par exemple, un troisième et ainsi de suite. Et j'aimerais bien noter que ici vous avez 1 sur n, n c'est l'effectif, et la somme des xi, ça veut dire la somme des valeurs, tout simplement, que ce soit x, ça peut être un poids, ça peut être une longueur, ça peut être n'importe quelle valeur technique, voilà, xi, euh, ça veut dire x1, x2 jusqu'à i. 1 sur n, je la fais sortir de la somme parce que c'est une constante, ce n'est pas une variable. Mais parfois, ça dépend donc de la nature de l'échantillonnage que vous allez effectuer. Parfois, l'effectif, il peut aussi changer. Ça veut dire le premier échantillon, il peut comprendre 16 pièces, le deuxième, il va comprendre, le prélèvement numéro 2 va comprendre 10, le prélèvement, ça dépend de la nature de l'échantillonnage que vous avez choisi. Mais en général, toujours, donc je reviens vers le cas général, on utilise un effectif qui est fixe, donc pour la totalité, bien sûr, des échantillons. Donc voilà une série de poids d'une pièce mécanique. Donc on a calculé la moyenne qui est x bar. Alors, une autre notion importante qu'on va calculer pour notre série, c'est l'étendue d'une série statistique. Donc l'étendue, c'est tout simplement la valeur max moins la valeur min. Donc c'est aussi simple. Et tout ça, ce sont donc ils sont associés à la loi normale, bien sûr. L'étendue d'une série statistique est la différence entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite d'une série. Dans l'exemple de tout à l'heure, nous avons la valeur la plus petite, c'est 4. La grande valeur, ou bien la valeur maxi, c'est 18. Et on va faire R, donc l'étendue, on lui donne la lettre R, généralement, c'est le poids maximal moins le poids minimal et ça va nous donner 14 donc, grammes ou bien ça dépend donc de votre unité de mesure. Donc ça, c'est l'étendue. Le calcul de la moyenne, quand même, on va utiliser la moyenne, mais parfois, et on va voir à travers les exemples, le calcul de la moyenne, il représente bien sûr un intérêt pour comparer un ensemble de séries. Donc, je reviens vers l'exemple des classes. Par exemple, nous avons 3 classes terminales. La première classe, la moyenne générale, la moyenne de toute la classe, c'est 11. La deuxième, la moyenne. Donc, ça nous donne une idée sur les 3 classes pour comparer la première classe, la deuxième, la troisième. Et dire que, est-ce que dans la classe numéro 1, on a donc une moyenne qui est plus élevée que l'autre et ainsi de suite. Mais si vous réfléchissez un petit peu, c'est pas vraiment très représentatif. Donc, cet indicateur qui est la moyenne, il cause parfois une perte d'information. Vous avez par exemple deux séries qui sont différentes, qui peuvent avoir la même moyenne, mais ils sont une dispersion différente. Quand je dis dispersion, ça veut dire, notamment dans une classe, on a un étudiant qui a eu 20, d'accord? Les autres, ils ont d'autres notes qui ne sont pas assez importantes. Mais lorsqu'on fait le calcul de la moyenne, ça nous donne 11. Dans une autre classe, il n'y a pas la note de 20, il y a plutôt des notes. Tout le monde a eu 11, par exemple. Donc, la moyenne de la deuxième classe, c'est toujours 11. De la première, c'est 11. Mais ça ne vous donne pas une idée sur la dispersion. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un étudiant qui est plus, donc, qui a eu une note qui est plus représentative
représentative que les autres. C'est comme si, par exemple, on a deux étudiants. Un étudiant, par exemple, a une note de 9 et 11 sur 20. Donc, il aura la même moyenne qu'un autre étudiant qui a eu 1 et 19. Vous comprenez un petit peu. Ça ne représente pas vraiment la dispersion des résultats. Du coup, parce que notre intérêt ici, c'est quoi? C'est de comparer entre plusieurs lots de production, sur des périodes qui sont bien définies. Alors, on va rajouter un autre élément ou bien une autre information de calcul qui va représenter cette fois-ci la dispersion. Ça veut dire qu'il va nous donner une idée comment les données de notre échantillon sont réparties autour de la moyenne. Et ça, c'est tout simplement l'écart type d'une série statistique. Donc, l'écart type, il sert à mesurer la dispersion ou l'étalement d'un ensemble de valeurs autour de leur moyenne. Je vous donne un autre exemple qui est très banal. Si, par exemple, on va calculer la moyenne des revenus d'une population, donc les revenus d'une population donnée. Dans cette population, il y a un milliardaire, par exemple. Si on calcule la moyenne des revenus, ça va donner une moyenne qui est très élevée, alors que la quasi-totalité des personnes, ils n'ont pas cette moyenne comme revenu. Donc, il y avait l'effet de cette personne qui est milliardaire. Du coup, l'écart type de cette série statistique, euh, il est très important de le calculer pour savoir comment les données sont dispersées. Donc, c'est un exemple illustratif juste pour comprendre l'importance de l'écart type qu'on va voir par la suite dans les cartes de contrôle. Plus l'écart type est faible, plus la série est homogène. L'écart type, ça veut dire il y a une valeur ou bien deux ou bien trois qui s'éloignent vraiment de la moyenne. Comme j'ai dit, un milliardaire, donc le point, il va être très loin de la moyenne. Donc, plus l'écart type est faible, plus la série est homogène. Ça, généralement, on l'utilise lorsqu'on fait le choix lorsqu'on va faire, par exemple, l'échantillonnage dans le cas parce que les statistiques aussi, on les utilise lorsqu'on fait les études ou bien lorsqu'on va recevoir des feedbacks clients, des enquêtes de satisfaction client, pour choisir donc euh, un échantillon de population, ou bien de consommateurs qui est homogène. Normalement, il faut calculer l'écart type et voir est-ce que la population est homogène ou pas, pour que ça représente toujours une valeur qui est logique et qui est représentative. Alors ça, on va voir bien sûr des exemples de tout ça, mais ça, c'est le premier type d'abord de carte de contrôle. La première catégorie, ce sont les cartes de contrôle par mesure, c'est-à-dire on effectue des mesures et en se basant sur ces mesures, on va remplir des cartes de contrôle. Il y a aussi les cartes par attribut, les cartes de contrôle par attribut. On va voir aussi un autre exemple en ce qui concerne les cartes de contrôle par attribut. Tout simplement, quand on parle d'un contrôle par attribut, euh, on n'a pas une valeur chiffrable. Ça veut dire notre jugement, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, notamment est-ce que c'est bon ou bien est-ce que c'est défectueux. Euh, Notamment un produit, donc je fais le contrôle manuel de ce produit et je peux dire est-ce que c'est un produit de bonne qualité ou bien de mauvaise qualité, notamment en se basant sur sa couleur, se basant, si vous voulez, le cas notamment de la restauration, bien que je ne vois pas que c'est très utile d'utiliser la méthode, mais on peut toujours l'appliquer parce que c'est une méthode qui est générale. Un plat, par exemple, qui représente une mauvaise odeur ou bien qui n'est pas bien dressé et ainsi de suite. Donc, je peux dire que pour moi, c'est un produit défectueux, de mauvaise qualité ou bien de qualité limitée par rapport à un autre plat qui est bien présenté, bien dressé. Voilà, selon vos propres critères de jugement sur la qualité de ce produit. Alors là, on peut par exemple utiliser une carte de contrôle par attribut, euh, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est rare d'utiliser cette méthode dans le domaine de la restauration.
Donc, relativement à la question de mademoiselle ou bien madame Awati. Donc, la carte de contrôle, dans ce cas, il ne repose pas sur des mesures, mais sur des constats ou bien sûr sur un jugement, tout simplement. La carte de contrôle, par exemple, du nombre ou de la proportion de défectueux, ça veut dire euh, on a un lot de produits qui contient 100 pièces, un échantillon de 100 pièces, et on commence à calculer combien de produits sont défectueux. Par exemple, sur un lot de 100 pièces, on a 3 produits défectueux. Je vous en prie, madame. Donc, on a par exemple 3 produits sur 100 produits qui sont défectueux. Ça, je ne peux pas mesurer. Donc, je calcule, mais je ne mesure pas. Je dis que les défectueux, il est par exemple cassé, il a un mauvais dosage de couleur, il n'y a pas d'étiquette, ou bien l'étiquette, les données de l'étiquette ne sont pas correctes. La date, par exemple, dans le domaine de l'alimentation, la date d'expiration du produit qui est sur l'emballage, elle est incorrecte. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va mesurer à travers un appareil, mais c'est surtout quelque chose qu'on va constater. Donc, on fait le calcul, la carte de contrôle du nombre, de la proportion de défectueux. Il y a donc aussi possibilité de calculer le nombre de défauts. Ça veut dire, on a une défauthèque. Vous rappelez de la défauthèque. Donc, quand je dis un plan de contrôle qualité, normalement, j'ai dit que il va y exister, ou bien on doit donc concevoir un registre dans lequel on a tous les types de défauts possibles qu'on peut rencontrer des illustrations, des explications et ainsi de suite. Et on peut prendre un échantillon et calculer pas le nombre de produits défectueux, mais le nombre de défauts. On a intérêt parfois à savoir quel est le défaut le plus qui figure de plus, le défaut qui est le plus fréquent. C'est aussi donc un contrôle par attribut. Et je vous expliquerai ça lorsqu'on va voir l'exemple. Si le nombre de défauts constatés sur chaque pièce caractérise la qualité du produit, ça veut dire nous avons un produit, on va calculer combien de défauts. Ça peut être des rayures, par exemple, ça peut être un morceau cassé. Donc, parfois, on prend un seul produit, on calcule combien de défauts ça représente. Donc, la carte de contrôle, il s'appelle cette fois-ci carte de contrôle du nombre de défauts par unité contrôlée. Vous prenez maintenant, que ce soit on calcule le nombre de produits défectueux ou bien le nombre de défauts qui figurent dans un lot donc d'échantillonnage. Donc voilà les deux grandes catégories d'abord des cartes de contrôle. Sinon, on va appliquer, donc on va revenir à l'exemple de tout à l'heure, donc le tableau de diamètre. Lorsqu'on a parlé du diamètre tout simplement d'une barre en acier. Donc, le contrôle de la fabrication d'une barre en acier qui a un diamètre maximal de 20,1 et diamètre minimal de 19,9. D'où vient donc cette spécification fixe? C'est à partir des gammes de contrôle et des plans de contrôle qui sont élaborés en se basant sur les exigences techniques, réglementaires et tout ça. Donc, nous avons maintenant une valeur, on doit l'exploiter. Notamment ici, pour nous, la marge de diamètre qui est acceptable pour que le produit soit considéré comme un bon produit, c'est entre 20,1 mm jusqu'à 19,9. D'accord? La vérification de cette spécification est faite à l'aide d'un appareil de mesure 1 sur 100 de mm. Donc, c'est tout simplement un appareil de mesure qu'on utilise pour mesurer le diamètre. On l'appelle pied à coulisse. Donc, c'est un pied à coulisse, par exemple, numérique, 1 sur 100, qu'on utilise pour calculer. Voilà, donc un exemple pour mesurer le diamètre donc, des pièces. Donc, vous avez ici la valeur, il s'affiche numériquement. Donc, on mesure le diamètre de notre barre en acier et on rapporte tout ça au niveau donc d'un tableau. Alors, la première étape pour fabriquer la carte de contrôle, c'est de savoir quoi contrôler, quels sont les paramètres contrôlés et à suivre.
quel est le moyen. Donc, tout ça, c'est dans votre plan normalement de contrôle qualité. Et puis, de procéder aux échantillons ou bien l'échantillonnage et bien sûr, selon une fréquence aussi qui figure au niveau de votre plan de contrôle. Et puis, vous avez les résultats dans un tableau. Euh, donc, ici, dans cet exemple, bien sûr, on a pris en considération, comme j'ai dit, la cadence de production. On a pris les coûts aussi en considération, possibilité de contrôle et les coûts de contrôle pour choisir combien on va contrôler de pièces par échantillon. Et on a décidé que chaque heure, on va prélever un échantillon de 5 pièces tout simplement. Ça veut dire 5 barres en acier. Alors, pour suivre l'évolution du procédé, donc quel procédé? Le procédé de fabrication de pièces, pardon, de barres en acier. Des prélèvements d'échantillons sont effectués toutes les heures. Donc, chaque heure, on a 5 pièces, par exemple. Dans ce cas, pour chaque échantillon, la moyenne et l'étendue sont calculées sur la caractéristique à contrôler. Ça veut dire l'étape suivante, donc vous avez le tableau de données. L'étape suivante, c'est de calculer pour chaque échantillon la moyenne X bar dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc la moyenne pour chaque échantillon, excusez-moi. Donc la moyenne pour chaque échantillon, X bar, et l'étendue pour chaque échantillon. Donc après prélèvement des résultats, c'est l'étape numéro 2 qu'on va faire. Ces valeurs sont portées sur un graphique. Donc ce sont les valeurs qu'on va représenter graphiquement et qui vont nous donner ou bien qui vont nous représenter la carte de contrôle. Au fur et à mesure qu'il se remplit, la carte de contrôle permet la visualisation de l'évolution de votre processus de fabrication. Alors, c'est ce qu'on va faire. Vous avez calcul des moyennes et des étendues des échantillons au niveau de ce tableau. Par la suite, donc, on va faire une petite application sur Excel, mais d'abord, on va voir en général comment ça se passe. Donc, vous avez, par exemple, ici, l'échantillon numéro 1. Je vais utiliser une annotation. Voilà, vous avez l'échantillon numéro 1. La première barre en acier, on a pris, donc le diamètre, c'était 19,91 jusqu'à la 5e barre en acier. Donc ça, c'est le premier échantillon. Les lignes, elles représentent les échantillons. La moyenne, tout simplement, c'est la somme des valeurs, 19,91 plus le deuxième, plus le troisième, plus le quatrième, plus le cinquième. Et tout ça, on va le diviser sur 5 parce que nous avons dit qu'il faut faire la somme des valeurs et diviser tout ça par l'effectif. Dans ce cas, l'effectif, c'est combien? C'est 5. Donc, 5 pièces ou bien 5 barres en acier. Donc, on fait diviser par 5 et vous voyez la moyenne de ce premier échantillon. On fait la même chose pour le deuxième. Donc, la moyenne du deuxième échantillon, troisième, jusqu'à le 8e échantillon ici. Donc, on a décidé de prendre 8 échantillons. Mais bien sûr, ça continue. Donc, quand on dit qu'on va étudier, on va faire le suivi, la surveillance d'un procédé à long terme, un procédé de fabrication. Donc, c'est toujours des échantillons. Donc, ça continue. Mais on a fait l'extrait de 8 échantillons dans cet exemple. Voilà, on fait la même chose pour tous les autres échantillons et on calcule l'étendue ou bien l'étalement, la dispersion des résultats et les calculer en prenant la valeur maximale moins la valeur minimale pour tous les échantillons, encore une fois. Max moins min, toujours, et ça vous donne ces résultats. Donc ça, c'est le premier résultat ou bien les premiers calculs à faire pour établir votre carte de contrôle qualité, de contrôle statistique de la qualité. Maintenant, il faut aussi calculer les limites de contrôle. Alors, vous avez vu au niveau de l'image que je viens de vous montrer tout à l'heure, qu'au niveau du graphique, on a des limites à ne pas dépasser. Selon ces limites, on peut comprendre et interpréter est-ce que le procédé de fabrication est stable, ça veut dire et la tendance, parce que là, on ne parle pas uniquement de l'instant T.
mais on parle de la tendance. Donc, ce procédé, il est stable. Ça veut dire que durant une période future, donc c'est le contrôle qualité, mais c'est aussi assurer la qualité dans le futur. Donc, ça vous donne l'idée. Est-ce que ce procédé est stable? Il donnera des produits conformes, euh, sans défaut, et ainsi de suite. Donc, il y a des limites de contrôle à calculer afin de les représenter au niveau de votre carte de contrôle. À partir de la valeur moyenne qu'on a calculée, donc x bar, la moyenne, sont définies les différentes limites. Les limites inférieures et supérieures de contrôle, LC1 et LC2. Donc, ce sont carrément les limites au-dessous et au-dessus desquelles on peut dire que le produit, il représente des défauts significatifs. C'est une mise en rebut, par exemple, et le procédé de fabrication et la tendance à avoir des déviations et il n'est pas stable. Donc, ce sont les limites LC1 et LC2, les limites supérieures et inférieures de contrôle. Il y a aussi deux autres limites qui sont importantes. On les appelle les limites de surveillance. Ça veut dire à partir desquelles on commence à être plus vigilant. D'accord? Euh, c'est comme dans le cas de l'HACCP pour les gens qui connaissent l'HACCP, puisqu'on a abordé ça l'autre fois. Vous avez des limites critiques, mais l'entreprise, pour être sûre qu'il ne dépassera les limites critiques et pour ne pas arriver jusqu'à le dépassement des limites critiques, on va poser d'autres limites de surveillance. Ça veut dire à partir de ce point-là, si on s'approche des limites de surveillance, on a le risque qui est plus important de tomber dans un dépassement de limites de contrôle. Vous comprenez? Donc, il y a des limites de contrôle à ne pas dépasser. Et il y a des limites de surveillance à partir desquelles il faut garder un œil sur le procédé et il faut chercher à stabiliser de plus notre procédé. Il y a des formules de calcul et on va les voir. Donc ici, notamment, vous avez une représentation de carte de contrôle. Qu'est-ce qu'on représente au niveau d'une carte de contrôle? Tout simplement, la valeur ou la donnée la plus représentée, c'est le x bar, qui est moyenne. Donc, moyenne de la caractéristique sur un échantillon de n pièces sur le troisième prélèvement. Par exemple, ici, ça, le premier échantillon, le deuxième. Ça, c'est le troisième prélèvement qui contient n pièces. La caractéristique, c'est tout simplement la courbe. On l'appelle la caractéristique, bien sûr. Vous avez le x bar, qui est la moyenne. Voilà. Vous avez ici la moyenne générale. Vous voir aussi le calcul de la moyenne générale. Mais ce que je veux vous montrer, c'est ça. Vous avez la limite de contrôle inférieure ici. Donc ça, c'est la limite de contrôle inférieure. Ça veut dire à partir de laquelle on doit faire une surveillance, plutôt à partir de laquelle, si on la dépasse, on doit faire un refus de produit. Donc si ça dépasse LC1, il est au-dessous de LC1, donc c'est refus total de produit. Ici également, c'est un refus de produit parce que LC2, qui est la limite critique supérieure, donc il est dépassé. Les limites de surveillance, par contre, voilà, à partir de LS1, on doit faire une surveillance. Et à partir de LS2, on doit faire une surveillance du procédé pour éviter, parce que si je ne surveille pas, je peux dévier encore plus vers les limites critiques et je peux avoir des produits par la suite que je dois mettre en rebut ou bien qui sont refusés. Et bien sûr, la marge d'acceptation, c'est ça. Donc, tout ce qui est entre LS2 et LS1, donc c'est une marge d'acceptation. Donc, c'est comme ça qu'on va représenter les valeurs au niveau de notre diagramme ou bien notre graphique de carte de contrôle. Là, s'il vous plaît, cette ligne que vous voyez qui est stable, donc une valeur qui est constante, nous avons dit qu'on a calculé les moyennes, x bar. Mais vous voyez déjà que les moyennes, elles changent. Lorsqu'on change l'échantillon, la moyenne change.